Ce soit réunis pour la présentation du rapport de stage donc de M. Boé, Guy et Somme Cédric, c'est ça? Et c'est moi. D'accord. Et c'est moi. D'accord. Alors, son thème de soutenance porte sur les difficultés liées à l'exercice des prérogatives conférées par le droit d'auteur. Alors, sans plus tarder, nous allons lui laisser la parole pour 15 minutes de présentation. Vous avez la parole, M. Boé. Merci de me rappeler mon sujet. Alors, comme vous l'avez mentionné plus tôt, mon thème de rapport de stage porte sur les difficultés liées à l'exercice des prérogatives conférées par le droit d'auteur. Alors, pour commencer, je vais d'abord définir la propriété intellectuelle qui englobe ce terme. La propriété intellectuelle se définit comme l'ensemble des créations intellectuelles, c'est-à-dire tout ce que l'intelligence et l'imagination de l'être humain lui ont permis de créer. Et la propriété intellectuelle regroupe deux branches très importantes, que sont la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Particulièrement ici, nous allons nous attarder sur la propriété littéraire et artistique. Alors, la propriété littéraire et artistique s'entend de toutes les créations, les créations et productions du domaine littéraire, artistique ou scientifique, quel que soit le mode d'expression. Et dans la propriété littéraire et artistique, nous avons le droit d'auteur et les droits voisins. Plus particulièrement, ici, nous allons nous attarder sur le droit d'auteur, ainsi que les prérogatives qui sont conférées à l'auteur d'une œuvre. Le droit d'auteur ici se définit comme l'ensemble des prérogatives exclusives reconnues à l'auteur d'une œuvre de l'esprit original. Mais qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit? Une œuvre de l'esprit est une création intellectuelle originale sous une forme. L'originalité ici peut être définie comme il est mentionné dans l'article 10 de la loi 96-564 du 25 juillet 1996 comme une œuvre qui, dans sa forme ou dans ses caractéristiques, ou dans sa forme uniquement permet d'individualiser son auteur. Alors ici, la particularité de ce thème, c'est tout d'abord de présenter les différentes prérogatives qui sont reconnues à l'auteur d'une œuvre. Quelles sont les prérogatives de l'auteur d'une œuvre? Et ces prérogatives qui sont prévues par la loi ivoirienne, ainsi que l'accord de Bangui et le traité de l'OMP, est-ce que ces règles qui sont prévues là s'appliquent ou peuvent s'exercer aussi facilement qu'elles le sont prévues? Alors, ici, je voulais faire ressortir d'abord en grand 1 identifier les différentes prérogatives qui sont reconnues à l'auteur d'une œuvre originale. Et en seconde partie, mentionner les quelques difficultés que l'auteur peut rencontrer quant à l'exercice de ses prérogatives. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Et je peux déjà, d'ores et déjà, vous indiquer ou vous dire que le droit d'auteur reconnaît à l'auteur d'une œuvre originale deux prérogatives. Les prérogatives patrimoniales et les prérogatives extra-patrimoniales. Alors, concernant les prérogatives patrimoniales, nous avons d'une part le droit de représentation, qui est le droit reconnu à l'auteur de communiquer son œuvre au public d'une façon directe. Nous avons le droit de reproduction de l'œuvre, qui est la communication de l'œuvre de façon indirecte sur quelque support que ce soit au public. Et nous avons le droit de suite qui est reconnu à l'auteur d'une œuvre et qui permet à l'auteur de bénéficier ou de tirer profit de la vente successive de son œuvre dans le temps.
Je n'ai pas mentionné les prérogatives patrimoniales reconnues par la Commission européenne, par l'ATBIC, qui sont le droit de prêt et de location et le droit de distribution. Parce que dans les recherches que j'ai faites, j'ai constaté que ces différents droits ou ces différentes prérogatives reconnues à l'auteur ne sont pas pleinement exercées en Côte d'Ivoire. Alors j'ai voulu me limiter aux prérogatives les plus importantes d'ordre patrimonial. Et en plus de ces prérogatives d'ordre patrimonial, nous avons les prérogatives extra-patrimoniales de l'auteur, qui sont le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit de retrait et de repentir, et le droit de respect à l'œuvre. Alors, pour faire un bref résumé de ces différents droits, le droit de divulgation est le droit reconnu à l'auteur d'une œuvre de communiquer ou non, ou de donner son accord pour communiquer ou non son œuvre via quelconque support. Et le droit de paternité de l'œuvre, c'est le droit reconnu à l'auteur d'une œuvre de s'approprier la paternité de l'œuvre, c'est-à-dire que c'est à lui que revient cette œuvre. Et comme le dit si bien l'article 2-8 de l'annexe 7 de l'accord de Bangui, l'auteur est celui qui crée l'œuvre. Et le droit de paternité ici permet de savoir que cet auteur-là est réellement celui qui a créé cette œuvre-là. Le droit de retrait et de repentir, c'est le droit qui est reconnu à un auteur lorsqu'il estime que son œuvre ne reflète plus les vues intellectuelles ou l'avancée que cette œuvre-là pouvait laisser paraître. Lorsqu'il sent que cette œuvre-là ne reflète plus ses vues intellectuelles, il décide, et il a le droit de décider de retirer son œuvre. Mais en retirant son œuvre, bien sûr, il y a des indemnisations à faire à l'éditeur, à celui qui est chargé de l'édition ou de la vente de l'œuvre. Il y a des indemnisations qui sont faites. Malheureusement, ces indemnisations-là ne sont pas fixées par la loi ivoirienne pour le moment. Il y a aussi le droit au respect de l'œuvre. L'œuvre est censée être l'empreinte de l'auteur. C'est censé représenter l'auteur, c'est-à-dire mettre en valeur la personnalité de l'auteur. Alors, l'auteur a un droit vis-à-vis des tiers qui utilisent ou qui exploitent son œuvre, c'est-à-dire de respecter cette œuvre-là. Peu importe le lieu où cette œuvre-là sera divulguée ou sera représentée ou reproduite, les tiers ou les propriétaires des différentes œuvres qui ont été reproduites ou représentées doivent respecter l'œuvre de l'auteur. Alors, c'était un peu les différentes prérogatives reconnues et conférées par le droit d'auteur à l'auteur d'une œuvre originale. Maintenant, nous allons rentrer dans notre seconde partie qui consiste à exposer les difficultés liées à l'exercice des prérogatives conférées par le droit d'auteur. Alors, j'ai précisé dans cette partie tout d'abord l'impact négatif d'Internet et des réseaux numériques sur les différentes œuvres des auteurs. Et en deuxième partie, j'ai voulu mentionner les difficultés qu'éprouve le Burida à gérer à elle toute seule les droits et tous les droits d'auteur, dans le sens le plus large du terme. Alors sans plus tarder, je vais commencer par la première partie, le premier chapitre de mon grand 2, qui est la menace Internet. Alors, la menace Internet, pourquoi la menace Internet? À la base, Internet a été créé et conçu pour faciliter la vie de l'être humain, permettre à l'être humain d'être plus proche de son prochain, de divulguer ou d'échanger des informations sur les réseaux numériques. Mais nous constatons malheureusement que des personnes mal intentionnées usent de ces réseaux numériques-là pour tirer un maximum de profit
de l'œuvre créée par l'auteur. Alors, il y a plusieurs façons ici d'impacter sur les prérogatives qui sont reconnues à l'auteur. Parce que la menace Internet touche à la fois les prérogatives extra-patrimoniales, mais également les prérogatives patrimoniales. Je vous ai mis sur la projection des éléments de menace d'Internet. Le streaming, qui est un outil système qui permet à un utilisateur ou à un internaute de diffuser par un logiciel pirate des vidéos ou des supports audio d'un artiste sans que celui-ci ait donné son accord préalable. Nous avons aussi les sites de téléchargement audio et vidéo qui malheureusement continuent de croître de façon exponentielle sur tous les réseaux numériques. Et en plus de ça, la menace Internet se justifie aussi par la création de logiciels de compression et de modification de l'œuvre qui dénaturent et dématérialisent l'œuvre de l'auteur jusqu'à lui faire perdre la valeur d'origine qu'elle avait. Alors, c'était un peu pour exposer sur la menace d'Internet. Mais nous allons rentrer maintenant dans les difficultés quant à l'activité même du Burida. Alors, le Burida, avant de rentrer dans l'essence même du Burida, j'aimerais que vous compreniez que le Burida est l'organe de gestion, de réception, de répartition et d'administration de tous les droits dans le sens le plus large qui sont conférés ou qui sont attribués à l'auteur. Et pour qu'un artiste, à la base, l'œuvre, lorsqu'elle est créée, est déjà protégée par le droit d'auteur. Lorsqu'une œuvre est créée sous une forme originale, elle est déjà protégée par le droit d'auteur. Cependant, le Burida permet aux artistes ivoiriens de pouvoir rentrer en possession des bénéfices que pourraient générer leurs œuvres. Mais ce faisant, le Burida procède par affiliation et par déclaration. Alors, d'un point de vue marketing, l'affiliation, c'est le fait ou l'acte pour une personne de confier son activité à une autre, de sorte que celle-ci puisse faire générer des profits à cette œuvre-là et ensuite pouvoir lui attribuer des profits. Mais nous faisons face à un réel problème. Certains artistes ivoiriens refusent de se faire affilier au Burida. Et ce faisant, ils préfèrent passer par des pratiques peu réduisantes ou quelque peu litigieuses que sont le piratage ou la piraterie. Alors, ils préfèrent eux-mêmes graver leurs œuvres sur des supports physiques, tels que les CD ou les DVD, et les vendre. Mais ce faisant, ils ne respectent pas, n'est-ce pas, le Burida qui a eu attribution légale de gérer ou de repartir les différents profits de toutes ces œuvres-là. Alors, même quand ils s'affilient, et même quand les auteurs s'affilient, l'affiliation ne signifie pas forcément la déclaration. Il y a l'affiliation de la personne et il y a la déclaration de l'œuvre. Alors, l'auteur s'affilie, mais il s'affilie sans déclarer une œuvre. Mais comment est-ce qu'on pourrait protéger l'auteur d'une œuvre qui est affiliée, mais qui ne déclare pas une œuvre qui est copiée par quelqu'un d'autre et qui estime que ses droits ne sont pas respectés? Alors, il y a matière à sensibiliser les gens à venir s'affilier et à déclarer leurs œuvres au Burida. C'était la première partie, mais la seconde partie est de dire que le Burida, malheureusement, est seul. À la fois, il a deux rôles à jouer, le Burida. Le Burida doit à la fois jouer le rôle de gestion des intérêts du droit d'auteur, mais aussi lutter contre le piratage. Bien entendu, un arrêté interministériel a été présenté portant création d'une brigade de lutte contre le piratage. Cependant,
il faudrait s'attaquer au mal, c'est-à-dire à la racine même du mal. C'est-à-dire que la brigade existe, c'est vrai. Elle saisit les œuvres piratées, c'est vrai, mais le fléau ou ce phénomène-là continue à croître, malheureusement, et au détriment du Burida qui seul est à la fois obligé de lutter contre la piraterie et le piratage et gérer en même temps les différents droits d'auteur. Ceci dit, j'ai présenté de façon brève mon exposé. Je vous remercie honorablement du jury. Merci beaucoup de cet exposé sur votre travail. Et nous venons donc de recevoir également Madame le professeur Assissou, que je vais inviter donc à venir présider donc cette séance de ce jour. Souhaitez la bienvenue. Je voulais d'abord m'excuser de ce retard qui est dû à un cas de force majeure. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Madame la directrice générale du Burida, Madame Irène Vieira, qui est également une petite sœur, et remercier également le professeur Assoko de sa collaboration qui ne nous a jamais fait défaut, et également encourager M. Boé, qui a fait preuve de persévérance, car cette année, il soutient 2 rapports de stage. Un rapport de stage en Master 1 et un rapport de stage en Master 2. Merci Madame le professeur. Merci M. Boé pour votre présentation. Je voulais dire juste quelques mots avant de passer la parole à Madame la directrice générale, Madame Irène Vieira, de ses observations. Je voulais dire que j'ai eu comme étudiant donc, M. Poué en Master 1, donc dans le cours de droit de la propriété intellectuelle. C'est toujours un plaisir de voir que des étudiants s'immiscent dans cette branche qui manque de ressources, humaines, alors que c'est une branche qui a beaucoup d'avenir. Ailleurs, tout un master est consacré donc, au droit de la propriété intellectuelle. Moi, je viens de l'Université de Toulouse où, déjà depuis 2005, il y a le master de propriété intellectuelle qui est enseigné. Nous avons cette chance-là au niveau africain de voir que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle offre également cette formation de master 2 en propriété intellectuelle. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur cette formation, voir si ça vous intéresse. Vous avez choisi un sujet très intéressant, les difficultés liées à l'exercice des prérogatives conférées par le droit d'auteur. Vous avez donc eu l'audace d'affronter donc, le droit de la propriété intellectuelle, particulièrement le droit d'auteur. Et nous avons cette chance-là d'avoir donc Mme Irène Vieira, qui est la directrice générale donc, du Bureau ivoirien du droit d'auteur, qui est la structure nationale qui encadre donc la gestion collective des œuvres et des droits des auteurs. Alors, je vais lui passer immédiatement la parole pour qu'elle fasse ses observations sur votre travail. Madame la directrice. Merci, professeur Assoko. Merci, Madame le directeur ou la présidente de cet établissement, présidente fondatrice. Merci pour ces mots gentils et merci d'avoir placé confiance en ma petite personne pour faire partie de ce jury. À l'étudiant, qui peut être mon fils, c'est ça? Je vous encourage, en tout cas je vous félicite pour le courage que vous avez eu d'aborder un tel thème, la propriété littéraire et artistique. La propriété intellectuelle dans son ensemble n'est pas une matière très facile. Et vouloir traiter, n'est-ce pas, un thème précis dans ce domaine-là nécessite vraiment un sacré courage. Je me revois comment je soutenais un mémoire en Master 2 en propriété intellectuelle à Poitiers il y a quelques années. Je n'étais pas aussi jeune que vous. J'étais déjà en poste
quand je suis allée me remettre dans les conditions d'une étudiante, et ce n'était pas déjà facile pour moi. Je comprends donc toutes les difficultés que vous avez dû affronter. Je ne ferai pas de remarques sur l'écriture, sur la forme, sur les fautes et tout. Je dois dire que je n'ai pas eu le temps de les relever moi-même. Mais sur le fond, j'ai des choses à dire. Déjà, je voudrais avoir une petite précision sur le droit de reproduction. Comment vous entendez le droit de reproduction? Alors, le droit de reproduction s'entend d'un droit qu'a l'auteur de permettre la communication ou la publication de l'œuvre sur un support matériel au public, mais de façon indirecte. Il faut bien voir, parce que quand on parle du droit de reproduction, on a un article qui en parle précisément. L'article 25, c'est ça, l'article 25 de la loi. La loi ivoirienne. Il faut bien voir. C'est la reproduction, le droit de reproduction, parce que vous parlez du droit de reproduction comme la prérogative, le droit qu'a l'auteur, le créateur d'une œuvre, de faire, de reproduire son œuvre sur un support matériel. Or, le mot matériel, regardez bien l'article 25, il parle de la reproduction s'entend de la fixation. Est assimilée à une représentation, la reproduction s'entend de la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public d'une manière directe. La reproduction sur une forme matérielle quelconque, sous la forme d'un film, de film cinématographique, la mise en circulation de l'œuvre également est une forme de reproduction. Donc quand vous parlez de support, on a l'impression que c'est tout ce qu'on peut toucher forcément, n'est-ce pas? Il faut bien voir cela. Mais avant peut-être de vous poser cette question, j'aurais peut-être revenir un peu sur le plan. Vous avez parlé de l'exercice du droit, c'est-à-dire les difficultés d'exercice du droit. C'est-à-dire qu'on a le droit et vous promettez dans votre mémoire de relever toutes les difficultés liées à cet exercice-là. Je vais vous poser deux petites questions. Comment on peut exercer un droit? Comment peut-on exercer un droit? On vous octroie un droit, comment vous pouvez l'exercer? Alors, l'auteur a un droit, c'est-à-dire qu'il y a un fondement légal à ce droit. L'auteur dispose d'un droit qu'il peut exercer, c'est-à-dire que ce sont des voies de recours, à la fois des voies de recours et des voies, et il tire en même temps un profit. Donc, laissons le profit. Vous avez un droit, on vous reconnaît, vous êtes un auteur d'une œuvre musicale, peut-être cinématographique ou d'un livre. Et la loi dit que vous avez le droit, seul le droit de reproduction de ce livre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous avez seul la qualité ou le privilège de pouvoir reproduire cette œuvre. Très bien. Une fois que vous avez répondu à cette question, ça veut dire que la loi vous a donné seul le privilège de pouvoir reproduire cette œuvre. Quand vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, si je dois, vous avez écrit un manuscrit, un conte, c'est une œuvre. Et puis, la loi dit que vous êtes seul. Celui qui a écrit, vous êtes seul à pouvoir le faire reproduire, à pouvoir le reproduire. Or, vous n'avez pas les machines d'imprimerie. Comment vous le reproduisez? Si vous voulez vraiment que cette œuvre soit reproduite, vous vous adressez à qui? Aux éditeurs. À un éditeur. Et donc, quand vous vous adressez à lui, vous lui dites, c'est moi qui dois pouvoir le reproduire. Vous êtes l'éditeur, vous n'avez pas le droit. Donc, qu'est-ce que vous faites? On lui donne son accord. L'auteur lui donne son accord pour son autorisation. Voilà. Et donc, c'est un exercice de son droit de reproduction qu'il exerce là, en donnant cette autorisation. Donc, quand vous dites que les difficultés liées à l'exercice des attributs octroyés par le droit d'auteur, c'est-à-dire que, si je reprends l'exemple, vous arrivez devant l'éditeur et vous voulez lui donner donc cette autorisation de reproduire vos œuvres, n'est-ce pas, votre compte. Et les difficultés que vous avez, n'est-ce pas, à exercer, à lui donner cette autorisation de reproduire, c'est ce que vous vous promettez de décrire dans votre mémoire.
Vous êtes d'accord avec moi? Le droit de reproduction, le droit de représentation, vous l'avez décrit ici, c'est le droit qu'a l'auteur d'autoriser qu'on présente son œuvre publiquement. Et donc, dans votre mémoire également, vous allez analyser les difficultés que l'auteur a à autoriser que son œuvre soit représentée. C'est ça? Quand vous voyez votre plan du début à la fin, ce sont ces difficultés-là que vous avez décrites? Merci Madame la Présidente. Alors, j'aimerais tout d'abord préciser que c'est vrai que mon thème, c'est les difficultés liées à l'exercice des prérogatives conférées par le droit d'auteur. Et comme vous le dites, j'aurais gagné à argumenter tel que vous l'avez mentionné. Autant pour moi, je m'excuse, mais j'ai voulu m'axer plutôt sur les difficultés que pourrait avoir un auteur à exercer ce droit-là sur les réseaux numériques. Parce qu'il y a des bases légales qui existent, malheureusement, qui s'appliquent effectivement, mais sur les réseaux numériques, c'est un peu plus complexe, un peu plus délicat. J'aurais effectivement dû me baser sur... Oui, je comprends. Et ces difficultés-là, est-ce que vous voyez, vous, un auteur qui a créé une musique, par exemple, il est dans son petit studio, il rentre dans un studio, ou bien il écrit une musique, ou il la compose dans sa tête, il trouve le rythme, la façon dont ces paroles-là vont être emmenées en rythme, en composition musicale, et la loi lui dit que vous avez seul le droit de faire fixer cette musique que vous avez composée et de la reproduire sur un support pour le mettre en vente. En tant qu'auteur, il ne connaît pas, il ne sait pas exactement qui vend, qui fabrique, quelle est la filière pour que cette œuvre-là soit d'abord reproduite, pressée, reproduite, mise sur support et puis distribuée, et comment il ferait pour récupérer son argent, n'est-ce pas? Ça, c'est la reproduction. Si c'est la représentation, l'œuvre musicale, elle est insaisissable, n'est-ce pas? Ce n'est pas le support qui est l'œuvre. L'œuvre, c'est la musique, n'est-ce pas, qu'il a composée. Elle est immatérielle, elle est fixée sur un support. À partir du moment où il autorise la reproduction et il met ce support en vente, est-ce que l'auteur que vous pouvez être, n'est-ce pas, quelle difficulté il pourrait rencontrer, pour exercer son droit de représentation de cette musique? Représenter la musique, c'est la communiquer au public. Vous êtes ici à Abidjan, on a vendu donc vos CD à Mans, au Libéria, au Ghana, à Korogo. Comment vous exercez votre droit de représentation? Ce droit de représentation-là, je l'exerce déjà par le biais du Burida. Alors, le Burida, comme je l'ai mentionné plus tôt, est l'organe de gestion, de réception et d'administration de tous les droits d'auteur, dans le sens large du terme. Alors, un auteur, comme vous l'avez dit, profane, qui ne connaît malheureusement pas la procédure à suivre, doit effectivement se présenter au Burida, s'affilier d'abord et déclarer son œuvre, que le Burida puisse s'en charger. Merci. C'est une bonne réponse. Ça, en fait, je veux vous emmener à ce qui aurait pu être vos deux parties de plan. À partir du moment où des droits d'auteur sont reconnus, soit on peut les exercer individuellement. Un auteur d'œuvre, d'une pièce de théâtre, peut écrire sa pièce de théâtre. Pour la faire reproduire, il peut s'adresser effectivement à un éditeur. Mais pour le droit de représentation, il peut être tout seul à l'administrer. C'est-à-dire que si un groupe de théâtre veut faire une représentation de sa pièce, il peut tout à fait s'adresser à lui, il peut discuter des conditions de cette représentation, puisque vous l'avez dit dans votre mémoire, qu'il donne ses autorisations en contrepartie d'un avantage financier et pécuniaire. Mais ça peut être tout à fait gratuit. N'empêche, parce que le droit peut s'exercer, mais en contrepartie de rien du tout. Si je suis face à une ONG qui milite pour une cause donnée, je peux tout à fait très bien donner les autorisations sans contrepartie financière. Mais il faut s'adresser quand même à l'auteur pour avoir l'autorisation.
mais en règle générale, c'est effectivement en contrepartie d'une contribution financière qui est censée faire vivre l'auteur. Donc si je suis un auteur d'œuvres dramatiques, je peux tout à fait très bien l'exercer seul. Mais évidemment, il y aura des difficultés. Je vous ai montré les difficultés. L'auteur ne peut pas être partout à la fois. Et c'est ce qui justifie que les auteurs se mettent ensemble et créent des sociétés de gestion collective de droits. Et donc, dès qu'ils créent une œuvre, ils la déposent dans une société à laquelle ils sont affiliés, en demandant à la société, en donnant mandat à la société d'exercer, n'est-ce pas, ces droits-là pour leur compte. C'est exactement ce que vous avez dit. Et donc, c'est ces deux types de difficultés qui auraient dû être le contenu de votre mémoire, mais j'avoue que c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans la pratique, mais je pense que le vrai reproche qu'on peut peut-être vous faire, c'est de ne peut-être pas être venu au Guinée, pour vous renseigner et pour surtout vous apporter beaucoup de choses. Parce que dans un cabinet d'avocats, il ne gère pas les œuvres, n'est-ce pas? Et il ne gère pas ou bien de vous approcher d'un auteur et lui poser la question directe. Comment gérez-vous vos œuvres? Alors que vous avez le droit d'autoriser la représentation et la communication et que vos œuvres circulent à travers le monde, comment vous vous organisez pour maîtriser les exploitations de cette œuvre-là? C'est tout. OK? Bon. Mais sinon, ceci dit, effectivement, Internet bouscule les règles de gestion des œuvres, mais ça, c'est vraiment un sujet assez vaste. Merci donc à M. Boé d'avoir répondu également à toutes ces observations. Je ne vais pas être long. Ce que je veux observer, c'est que vous êtes en Master 2, donc c'est un diplôme de 3e cycle, très important. Et vous êtes un étudiant en droit, donc quand vous rédigez un mémoire, vous devez vous appliquer afin que le document soit irréprochable. Ça, c'est la première chose au niveau de la forme. Il y a beaucoup de coquilles. Voilà, il y a beaucoup de coquilles, il y a beaucoup de fautes. Donc, il va falloir que vous vous atteliez à les corriger. C'est très important. Au niveau de votre travail, vous n'avez pas structuré le travail. On ne voit pas votre introduction. On tombe sur une présentation de l'environnement du travail, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est au fur et à mesure, on tombe dans un long rappel historique avant de déboucher sur une problématique et on s'aperçoit qu'en fait c'était votre introduction. Il ne faut pas que l'on soit ici. Un travail, c'est une introduction et les différentes parties que vous présentez. Donc il fallait agir ainsi. Je ne vais pas rentrer dans le détail au niveau de l'introduction, mais votre rappel historique n'a pas été justifié. Un long rappel historique que vous n'avez pas justifié. Et on arrive donc à votre plan. Effectivement, Madame Vieira l'a relevé avec beaucoup plus de pertinence. Votre travail porte sur les difficultés liées à l'exercice du droit. Donc on aurait pu rencontrer donc, dans votre subdivision du travail